Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va sortir un peu du commun et on va traiter un sujet qui est très important, très intéressant. C'est un sujet qui est tout à fait nouveau, c'est le spectre autistique. Alors, le spectre autistique, normalement, il n'est pas considéré comme une maladie, mais euh, il s'agit d'un fonctionnement cérébral qui est anormal et qui est différent. Il ne se guérit pas. La personne atteinte doit s'adapter avec son handicap toute sa vie. Cliniquement, lorsqu'on parle des troubles du spectre autistique, on parle des différents signes cliniques et on parle d'une association des différents troubles qui sont neurologiques et biologiques, tels que les troubles de la communication. On a la communication verbale et non verbale. La communication verbale utilise la parole, que ce soit la communication verbale qui est orale ou écrite, et la communication non verbale, ce sont les gestes et les mimiques et les grimaces et les signes qu'on fait pour exprimer quelque chose. D'accord? Donc, les troubles de communication font partie du spectre autistique. D'accord? Il y a aussi les troubles cognitifs et les troubles de comportement. On parle aussi des troubles des interactions sociales. Les enfants et les adolescents et même les adultes qui sont autistes trouvent une difficulté pour créer des relations avec les autres personnes. D'accord? Ils sont toujours isolés et ils n'arrivent pas à communiquer avec les autres personnes, que ce soit une communication verbale ou non verbale. Et cela entre dans le cadre du spectre autistique. Quoi d'autre? Parmi les troubles qu'on a aussi, ce sont les troubles sensoriels. Ça, c'est très important et ça nous concerne autant que kinésithérapeute. Euh, les troubles sensoriels se caractérisent par une hyperesthésie, bien une hypoesthésie en fonction de chaque patient. Et on trouve aussi une hypersensibilité vestibulaire. Donc, il y a une atteinte vestibulaire. Et cette atteinte va influencer incontestablement sur la marche et sur l'équilibre et sur l'autonomie des patients. Il y aura automatiquement une diminution des capacités proprioceptives. Quoi d'autre? Il y a aussi les troubles moteurs. Les troubles moteurs qui peuvent apparaître selon plusieurs formes, comme par exemple les troubles de la marche. Le patient marche sur la pointe des pieds. Il y a aussi le retard psychomoteur qui affecte la motricité générale. On trouve aussi le retard des NEM, ça veut dire niveau d'évolution motrice. Il y a aussi parmi les troubles moteurs qu'on peut trouver, c'est le déficit moteur en général, comme l'hémiplégie et la paraplégie, etc. On trouve aussi parfois des problèmes de coordination et les troubles de coordination, surtout lors de la réalisation des gestes et des mouvements combinés et des mouvements complexes. C'est ce qu'on appelle la praxie. Ou bien on dit aussi l'ataxie cinétique. D'accord? On parle aussi des problèmes de tonus musculaire. Certains patients se présentent avec une hypertonie, avec une rigidité et une spasticité, et d'autres personnes se présentent avec une hypotonie, avec une plasticité. Donc, en général, il y a une atteinte du tonus musculaire. Et ce problème qui arrive au niveau du tonus musculaire peut provoquer par la suite des déformations morphologiques, que ce soit l'achillien, comme la scoliose et la cyphose, et aussi les déformations des autres articulations périphériques selon l'atteinte. D'accord? Donc, généralement, le spectre autistique se caractérise par un ensemble de troubles neurologiques. On a des troubles moteurs, des troubles sensoriels, des troubles de communication, des troubles des interactions sociales et les troubles cognitifs et les troubles de comportement, etc. Il y a aussi d'autres troubles qui sont généraux, comme par exemple la déficience intellectuelle, comme les troubles psychiatriques, l'anxiété, l'insomnie, les troubles du sommeil, etc. Alors maintenant, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait en tant que kinésithérapeute dans ce cas? Quel est le rôle et quelle est la place de la kinésithérapie dans la prise en charge de ce type de patient? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le traitement curatif n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas un traitement curatif. Et le traitement qu'on fait, je parle du traitement kinésithérapique, agit surtout sur les signes cliniques et sur les troubles associés. D'accord? D'accord? Donc, vous n'allez pas recevoir l'autisme tout court.
dans une prescription médicale, vous n'allez pas voir l'autisme tout court, mais vous allez voir par exemple le travail de la marche, vous allez voir le retard psychomoteur, vous allez voir par exemple dans une ordonnance médicale un enfant qui est âgé de 12 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou bien un adolescent qui a 10 ans, 11 ans, qui est autiste et qui présente un retard psychomoteur et qui présente par exemple des problèmes de la marche et qui présente par exemple une hémiplégie, une hémiplégie spastique infantile, bien une quadriplégie infantile qui entre dans le cadre de la paralysie cérébrale, etc. Et dans ce cas, on fait notre travail en tant que kiné. Les sciences de la rééducation vont être basées sur le travail postural et proprioceptif pour chercher l'équilibre et l'autonomie le plus possible. Et on va chercher la fonction, etc. Donc, c'est ça le rôle de la kinésithérapie dans ce cas. Il ne faut pas le négliger, c'est très important parce que même les méthodes qu'on utilise dans la prise en charge des troubles du spectre autistique nécessitent la participation des patients et nécessitent l'acquisition de certaines compétences. D'accord? Lorsque je dis participation, ça veut dire que le patient doit acquérir d'abord certaines compétences telles que l'orientation du regard et l'imitation gestuelle, etc. Alors, brièvement, je vais essayer de vous décrire quelques méthodes. Je vais juste citer les grandes lignes. Je ne vais pas trop détailler, juste pour avoir une petite idée concernant ce sujet. Alors, parmi les méthodes qu'on a, c'est la méthode ABEA. ABEA, c'est une méthode qui vise à apprendre à l'enfant tout ce qu'il n'a pas pu apprendre naturellement. Et l'apprentissage, selon cette méthode, se fait en 3 temps. Le premier temps, le deuxième temps et le troisième temps. Le premier temps, c'est l'apprentissage à la table. D'accord? On apprend à l'enfant à rester assis à la table et faire ses activités préférées sur la table en face d'un interlocuteur et on doit l'apprendre à interagir avec son éducateur. Cela va lui aider par exemple à rester assis à l'école par exemple. Le deuxième temps, c'est quoi? C'est l'apprentissage sans erreur. Donc l'éducateur doit apprendre à l'enfant comment réaliser ses objectifs sans commettre des erreurs. C'est un apprentissage qui est correct. D'accord? Et là, lorsque je dis éducateur, je parle des thérapeutes au cours de la séance, que ce soit un kiné ou bien un orthophoniste, et aussi les parents qui jouent un rôle très important. Ils doivent intervenir et ils doivent aider leur enfant dans cette phase. Et cette aide va devenir de plus en plus discrète avec le temps. Quoi d'autre? Le troisième temps, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la généralisation. La généralisation. Après l'acquisition d'une tâche, n'importe quelle tâche, par exemple, traverser la route, se brosser les dents, s'habiller, se déshabiller, etc. Donc, ce sont des tâches qu'on fait quotidiennement. Après l'acquisition d'une tâche, qu'est-ce qu'on fait? On sera dans l'obligation d'inviter l'enfant pour faire cette tâche à l'extérieur, dans un autre milieu et avec d'autres personnes et dans un autre contexte. Pourquoi? Parce que la généralisation ne se fait pas toujours naturellement. D'accord? Donc, j'ai essayé de vous décrire brièvement la méthode d'Abert. La méthode d'Abert, c'est une méthode qui se base principalement sur l'apprentissage et l'apprentissage se fait selon des étapes. Quoi d'autre? Aussi, parmi les méthodes qui peuvent être utilisées dans ce cas, c'est la méthode de Denver, ou bien le protocole, ce qu'on appelle le programme développemental de Denver, D-E-N-V-E-R. Denver. C'est une méthode qui se fait avec les enfants à partir de 12 mois jusqu'à 60 mois, ça veut dire 1 an et 5 ans. Et l'objectif de cette méthode, c'est de développer et accroître la communication verbale et non verbale de l'enfant autiste et développer aussi l'attention, l'imitation, le partage, l'intégration, l'envie de s'intégrer et de jouer avec les autres enfants qui ont le même âge que lui, etc. Quoi d'autre? Parmi les méthodes qu'on a aussi, c'est la méthode qui est dite Teach, T-E-A, de C-H.
Elle se traduit par le traitement et l'éducation des enfants autistes ou souffrant des troubles de communication associés. Alors, l'objectif de cette méthode, c'est de développer et d'améliorer l'autonomie de la personne autiste à tous les niveaux et fournir des stratégies pour le soutenir dans son milieu familial et scolaire. D'accord? Donc, en général, il y a plusieurs méthodes. On ne peut pas citer toutes les méthodes. Il y a aussi une méthode qui est appelée PEC, PEC, P-E-C-S. Ça veut dire Picture Exchange Communication System, comme son nom l'indique. C'est une méthode qui se base principalement sur des images. Et les images sont accompagnées par des mots qui correspondent à l'illustration. On fait cette méthode avec les enfants qui sont autistes et qui sont non-verbaux. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Au lieu de dire, par exemple, je veux un ordinateur, par exemple, il ne parle pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une photo d'un ordinateur. Il va vous montrer la photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux acheter un ordinateur, bien je veux un ordinateur. D'accord? Sinon, dans le cas échéant, si ça ne marche pas, en cas d'échec de cette méthode, on passe à un autre niveau, c'est ce qu'on appelle la langue des signes simplifiée. La langue des signes simplifiée, c'est quoi? Tout simplement, c'est un autre outil de communication qui peut être effectué avec les enfants autistes et non-verbaux qui ne parlent pas et les enfants qui trouvent une difficulté de communication et d'interaction sociale. D'accord? Et on fait cette méthode en cas d'échec des PEC. Et cette méthode se base principalement sur un canal visuel et gestuel. D'accord? On a un canal visuel et gestuel. C'est très simple. Un canal visuel, ça veut dire quoi? Par exemple, si l'enfant ne me regarde pas, s'il n'arrive pas à orienter le regard vers moi, comment je vais lui expliquer, comment je vais lui montrer et comment je vais lui apprendre les signes. D'accord? Donc, il faut me voir d'abord. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que la réalisation de ces méthodes nécessite l'acquisition de certaines compétences telles que l'orientation visuelle ou bien l'orientation du regard. D'accord? C'est très simple. Et aussi les gestes. Le patient doit se mouvoir. L'enfant doit bouger son membre. Il doit faire les signes et les gestes avec son membre. D'accord? Par exemple, si je reçois un enfant qui est autiste et qui présente par exemple une main qui est déformée et une épaule qui est non fonctionnelle, que ce soit une épaule ou les deux épaules, donc en tant que kiné, je dois faire mon boulot et je dois faire des séances pour corriger la déformation au niveau de la main et récupérer l'amplitude articulaire complète au niveau de l'articulation gluno-humérale. Et après, je vais passer à la fonction. Je dois travailler les prises pour que le patient puisse être capable de prendre les objets par ses mains et par les doigts. Et je dois travailler aussi la fonction de l'épaule. Il doit par exemple manger avec, etc. Et après, lorsqu'il n'y a pas une anomalie sur le plan fonctionnel et sur le plan morphologique, je passe à la prochaine étape. C'est quoi? C'est le fait d'envoyer l'enfant vers un orthophoniste pour lui apprendre le langage des signes. Je pense que c'est clair. Donc, généralement, pour conclure, j'aimerais bien vous dire que les méthodes de la prise en charge des troubles du spectre autistique sont nombreuses. Et chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. On ne peut pas citer toutes les méthodes. Hein. Et chaque méthode présente bien sûr des avantages et des inconvénients. Et il y a des conditions, les conditions de travail, aussi parmi les facteurs qui aident le thérapeute à choisir la méthode la plus convenable et la plus pertinente. D'accord? Et la kinésithérapie est omniprésente. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans toutes les méthodes et dans tous les cas, on trouve une place de la kinésithérapie. Parce que déjà, on fait un travail d'équipe, surtout dans les centres
les grands centres et les associations qui sont destinées pour les handicapés, il y a des équipes qui travaillent en collaboration pour traiter et pour prendre en charge les enfants qui sont autistiques et qui souffrent des troubles de communication associés.